s'infiltre sur le continent, sur le nouveau continent qui est l'Amérique. Cette histoire qui est triste, mais à la fois inspirante. Cette histoire qui est peu connue, mais qui mérite d'être racontée. Cette histoire qui est moi, qui est probablement plusieurs d'entre vous, peut-être plusieurs d'entre vous, vous allez vous reconnaître à travers cette histoire. Donc, j'ai décidé de raconter mon histoire que j'ai appelée « Il était une fois ». Aussi simple que ça, il était une fois. Il était une fois une petite fille qui est née à Montréal-Nord, de parents haïtiens. À 3 ans, je déménage en Haïti avec mes parents. Je passe 5 ans en Haïti où j'ai eu la chance de connaître ma culture d'origine, bien sûr, développer une belle relation avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, pour me protéger, me disait que j'étais une Canadienne. Fait que ça, c'était mon laisser-passer pour faire tout ce que je voulais. Je pouvais être tannante, c'était la Canadienne, c'est correct, elle va retourner dans son pays. Donc, une fois que je retourne dans mon pays, moi qui a cette notion de l'identité, ma première journée à l'école, mes amis, mes camarades me font réaliser premièrement quelque chose que je ne savais même pas, que j'étais une négresse. Au fond, je savais que j'étais noire, mais le mot négresse, je ne l'avais pas entendu. Et ce que mes amis d'école me disent aussi, c'est de retourner dans mon pays. Donc là, c'est un choc total pour moi, parce que mon pays, c'est le Canada, et on me dit de retourner dans mon pays, que Haïti, c'est le pays de mes parents. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Je rentre à la maison, bien sûr, je pleure. Et ma mère me regarde, et c'est là, je crois, qu'elle a commencé à partager ou développer cet héritage. Vous savez, moi j'appelle ça un gène. Vous savez le gène qui circule, ce gène que ma grand-mère a porté, mon arrière-grand-mère, ma mère. Elle m'a dit, Monica, tu ne pleures pas, tu t'assumes, tu l'acceptes et tu ne laisses pas ça t'affecter. Waouh! Ce gène-là, certaines personnes appellent ça la résilience, adaptation, être fort. Moi j'appelle ça tout simplement un gène. Mais bref. J'ai écouté 50% de ce que ma mère a dit. Je vais à l'école, je pleure, je rentre, je dis rien. À un moment donné, je me dis, regarde, je n'ai pas l'accepter là. Moi, je suis née ici au Canada, je suis une Canadienne. Et je ne veux même pas faire semblant quand on me dit de retourner dans mon pays que ça ne me dérange pas, parce que ça me dérange. À partir du moment que j'ai pris cette décision et que j'ai été capable de m'affirmer, eh bien, imaginez-vous que les problèmes que j'avais avec les petits amis, tout ça, c'est arrêté. Et c'est de là que j'ai commencé une quête identitaire de façon précoce, parce que là, j'ai 8-9 ans. Et souvent, les gens me disent qui que je suis. On me dit, est-ce que je suis haïtienne, canadienne, québécoise? Eh bien, je dis, je suis tout ça à la fois. Et en me cherchant, j'ai appris à connaître différents leaders, des leaders américains surtout. Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela. C'est le temps que Nelson Mandela est en prison, il va sortir. Je regarde ça à la télé, je suis passionnée. Gandhi, vous allez dire qu'est-ce que Gandhi vient faire là-dedans, le mois de l'histoire des Noirs. Et bien ça aussi, ça passait à la télé à cette époque-là. Et puis bon, l'histoire m'a impressionnée. Et au-delà de tout ça, c'est que j'ai des amis d'origine diverses et je m'intéresse également à leur culture. Donc voilà comment j'ai commencé ma quête identitaire. Et puis tout d'un coup, je découvre le mois de l'histoire des Noirs, organisé par des organismes communautaires. Et je me dis, l'histoire du mois de l'histoire des Noirs, c'est super ça! Mais pourquoi au mois de février? Pourquoi pas genre juillet, ou quand il fait beau, et qu'on peut sortir et s'amuser? Eh bien, c'est là que j'apprends, il y a tout un historique avec le mois de l'histoire des Noirs. Bien sûr, c'est le docteur Carter Woodson, qui est un historien, qui a fait des recherches pour démontrer la contribution de la communauté noire à l'Amérique, aux États-Unis. Des contributions souvent qui ont été cachées, bafouées, peu connues. Et au départ, c'était The Negro Week, la semaine des nègres ou la semaine des noirs, comme vous voulez l'appeler. Et puis pendant le bicentenaire, en 1976, le bicentenaire des États-Unis, c'est là que The Negro Week est devenu le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février, et qui correspond également à l'anniversaire de Frederick Douglass et Abraham Lincoln. Donc, Carter Wood, on le surnomme Father of the Black History Month.
Après ça, je me suis dit, waouh, là j'ai compris. Mes ancêtres viennent d'Afrique. Et là, ils étaient des esclaves en Amérique. Puis je me dis, tout ça se passe aux États-Unis. Je suis un peu attachée avec l'histoire américaine parce que je m'identifie à travers l'histoire américaine. Mais tout d'un coup, je me suis dit, ben, au Canada, y avait-tu des Noirs au Canada à un moment donné? C'est-tu les Haïtiens qui ont immigré, puis les Antillais qui sont venus dans les années 60? Eh bien, c'est là aussi que j'apprends que le premier Noir recensé, c'était en 1604, Mathieu d'Acosta, qui arrive avec l'explorateur français Pierre Dougat-de-Mont et Samuel de Champlain. On parle de 1604. Et en 1628, c'est là qu'on enregistre le premier esclave noir, qui était l'esclave d'un prêtre. Il portait le nom de son maître, donc Olivier le Jeune. Et en 1689, le roi de la France permet pour la première fois à ses sujets d'emporter des esclaves noirs ici. Et on dit qu'il y avait à peu près 2000 esclaves se sont installés ici, qu'on appelait des domestiques, mais bref. Et je ne sais pas si vous avez connu l'histoire de Marie-Joseph, dite Angélique, une esclave noire, qui fut exécutée publiquement sur la place publique parce qu'elle a été accusée d'avoir mis le feu, là, un peu qui a fait presque toute la ville. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une place qui porte son nom. Donc ça, ce sont des faits historiques qui me démontrent la trace et la présence de la communauté noire. Il y a de ça très, très longtemps. Et je me questionne encore, je me dis, mais les Haïtiens, nous, on est arrivés dans les années 60, au Québec. D'où on vient, nous, les Haïtiens? Eh bien, le chercheur Guy, un chercheur, qui enseignait à l'Université Laval, qui dit que la première personne d'origine haïtienne, qu'on a pu retracer, un résident, date de 1816. Il s'est installé à Montréal. Et en 1820, il y a une personne d'origine haïtienne qui s'est installée à Québec. En 1960, c'est là qu'on parle effectivement de la venue des Haïtiens. On les estime à 200 à peu près. Mais la vérité, c'est que le lien, le rapport, l'amitié entre Haïti et le Québec existe depuis bien avant 1960. Parce qu'il y a à peu près 75 ans, dans les années 30, à cause de la langue, mais aussi à cause de la religion catholique que nous partageons en commun, il y avait des liens qui se tissaient, donc des Québécois qui allaient en mission en Haïti, et bien sûr des Haïtiens qui venaient probablement ici, parce qu'il y a des traces de correspondance. Donc voilà, nous sommes en 1960. Aujourd'hui, peut-être 1130, on dit 135 000 Haïtiens. Difficile vraiment à chiffrer parce que la deuxième et la troisième génération, nous ne nous identifions pas forcément comme des Haïtiens. Donc les gens qui sont nés en Haïti, c'est facile à recenser, mais la deuxième et troisième génération, des fois c'est difficile à les calculer, tout dépendant comment ils vont s'identifier. Donc voilà la venue des Haïtiens en 1960. On dit souvent ce sont des exilés, hein? Et les Haïtiens disent que nous avons perdu nos intellectuels qui sont venus s'installer au Québec. Samuel Pierre.